Dans la gueule du grand méchant loup, dans les pattes, dans les griffes, bref, vous avez compris que nous allons parler d'abus, et notamment de tendres et gentilles petites cailles qui se trouvent coincées, dominées, bref, qui sont dans la gueule du grand méchant loup. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Je vous rappelle que dans les contes de fées, la posture du grand méchant loup n'est pas totalement anodine, et si d'aucuns prétendent que le grand méchant loup a à voir avec l'emprise d'un homme plus âgé et une sorte de pédophilie, sachez que dans ce podcast, je parlerai essentiellement de l'abus d'hommes mûrs ou très intelligents sur des femmes jeunes ou pas d'ailleurs, mais qui ont ce point commun, à savoir la naïveté, une incapacité à dire non et le désir de faire plaisir, qui est bien sûr inscrit dans leur conditionnement. Et restez jusqu'au bout, parce que je vous dirai pourquoi certaines femmes et certains hommes, d'ailleurs ça fonctionne dans les deux sens, sont beaucoup plus fragiles à ce type d'emprise. Comme d'habitude, je vais partir d'exemples, à savoir de situations qui sont vécues par les femmes que j'accompagne. Il y a donc deux sortes d'abus en termes de grand méchant loup. Le premier étant le tissage de toile, le rapprochement subtil pour amener la femme à être au service de l'homme, la sexualité étant l'un des aspects, mais pas forcément la finalité en soi. C'est un homme qui a besoin d'obtenir quelque chose. Et là, je pense à une de mes coachées qui a 28 ou 29 ans et qui se fait un jour inviter par un collègue à déjeuner alors qu'elle est en télétravail. Elle arrive au rendez-vous et l'homme est déjà attablé avec d'autres personnes. Et donc, ma coachée se dit, mais pourquoi me fait-il quitter mon télétravail pour ne finalement pas faire office de papa paternaliste? Et je parle de papa paternaliste puisque c'est l'homme qui l'a accueillie lorsqu'elle est entrée dans cette entreprise et qui l'a, on va dire, cornaquée. La réponse est simple, c'est juste pour le pouvoir de la faire sortir de son télétravail, pour la faire venir et la planter au dernier moment. Ça, c'est ce que j'appelle l'abus le plus gentillet. Pour autant, ma coachée était dans tous ces états. Ça peut être un hébergement, ça peut être se faire entretenir d'une manière subtile, ou en tout cas qui n'apparaît pas comme cela dès le départ. Ça peut être quelqu'un qui va se montrer généreux et invité, et tout à coup, au bout de quelques semaines, la situation va se renverser. C'est en général quelqu'un, et j'insiste, ça marche dans les deux sens, qui dissimule quelque chose. Soit concernant son habitat, il vit ou elle vit chez ses parents, il va être sommé de quitter son appartement, il vit encore avec le ou la partenaire précédente. Ça peut être aussi un problème d'argent, il n'a plus de travail mais il ne va pas le dire. Au début, on croit que cette personne est au chômage depuis 3 mois et en fait ça fait 2 ou 3 ans. C'est quelqu'un qui prétend vivre de ses rentes mais qui n'en a pas. C'est globalement quelqu'un qui va progressivement amener sa proie à accepter quelque chose qui n'est a priori pas acceptable. Par exemple, une maladie. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit une fois que vous êtes cuite qu'il/elle a une sclérose en plaques. C'est pas anodin. Vous avez le droit de décider de vous occuper de cette personne à terme ou pas. Mais ce qui est important, c'est que les choses soient dites. Lorsque tout est dit, lorsque tout est clair, on peut accepter de signer un contrat ou refuser, mais on a le choix. Et ce qui rend les gens très en colère, c'est le mensonge. Et je pense évidemment à l'adoption ou à cette célèbre actrice italienne qui a fait croire que son fils était son frère pendant des années. Les coachés qui ont découvert un secret de famille de taille qui les concernait très tard ont beaucoup plus de mal à sortir de la colère que ceux qui l'ont toujours su. C'est bien connu. Une fois qu'on a fait le tour des abus classiques qui sont généralement liés à l'argent, au domicile ou au fait d'accepter par exemple une maladie, venons-en maintenant aux choses qui fâchent. La sexualité. Le grand méchant loup, la grande méchante louve si on veut aller dans les deux sens, ou tout simplement dans une relation homosexuelle, est la personne qui va aussi amener l'autre à accepter ses fantasmes. Les fantasmes les plus fréquents étant le libertinage, le polyamour, le fait de faire l'amour avec une autre femme, les clubs échangistes et tout ce qu'on peut imaginer. Et cette personne va faire appel à de nombreuses ressources et à une imagination impressionnante pour très subtilement commencer à faire que sa proie trouve normal le fantasme dont il est question. Et je pense à ça parce que j'ai reçu de nombreuses personnes qui avaient été, entre guillemets, les esclaves sexuels de leur partenaire et qui finalement trouvaient ça normal. Évidemment, le fait de trouver ça normal faisait écho à des blessures du passé, on peut s'en douter. Pour autant,
c'était tellement amené de façon subtile que mes coachées finissaient par douter d'elles-mêmes et se trouvaient anormales de vouloir une relation exclusive qui ne s'articule pas uniquement autour des fantasmes de leur partenaire. Je vais arriver bien sûr au cœur de mon sujet et pour le coup, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient vécu ça. Bien sûr parmi mes coachées, mais aussi dans les stages de tantra. Pourquoi dans les stages de tantra? Parce que jusqu'à il y a quelques années, il y avait des gens dans ces stages dont l'âge variait de 25-30 ans jusqu'à 65-70 ans. Conclusion, ce qu'on voyait très souvent, c'était un homme ou une femme mûre qui se jetait sur la chair fraîche et comme on n'ose pas dire non à papa ou à maman, évidemment, les personnes se laissaient entre guillemets abuser. Alors pourquoi je dis abuser alors qu'on est supposé ne pas juger et considérer l'expérience et non pas la personne? Eh bien parce que c'était la seule occasion pour ces hommes-là ou pour ces femmes-là de pouvoir tenir des corps frais dans leurs bras, sans payer bien sûr. Et que le tantra a été pendant longtemps une autorisation à une drague qui ne disait pas son nom, mais surtout à travers les structures, à des gestes et des mouvements du corps qui n'auraient jamais pu avoir lieu dans la vraie vie. Ou alors, à moins que la jeune personne ait eu un fantasme de maturité ou ait été attirée par le statut social et financier de la personne abuseuse. Et j'ai vu ça très souvent pour avoir organisé beaucoup de soirées tantra dans le cadre des cafés de l'amour, mais aussi pour avoir passé beaucoup de temps en formation. Et là, je vois bien, je suis dans une formation qui n'a de tantra que l'origine puisque les personnes qui l'animent ont passé quelques années chez Osho. Je vois bien que les hommes mûrs se jettent sur les jeunes femmes, même si les exercices ne sont pas des exercices d'ordre tantrique. Dans ce contexte-là, comme il s'agit d'un échange entre guillemets thérapeutique, l'aspect grand méchant loup n'est pas celui que l'on voit le plus. Pour autant, voilà ce qui se passe dans les stages de tantra. Et dans la vraie vie, madame ou mademoiselle, je suis à la recherche du regard de papa que je n'ai pas eu, va se montrer soit très sympa, soit très docile face à un homme d'âge mûr. L'homme d'âge mûr, voyant qu'il a un certain impact sur cette proie, va continuer à tisser sa toile dans l'objectif de la dominer. Et là, je pense à une de mes coachées qui, dans le cadre de son travail, est amenée à être charmante et bien sûr très professionnelle avec des hommes d'âge mûr qui très vite ont l'impression qu'elle leur donne une ouverture. Évidemment, ma coachée est célibataire, les hommes sont mariés et ils vont tenter une approche. Une autre coachée encore, peut-être la plus naïve de toutes, étant obligée de gérer des équipes, va prendre le temps de répondre à chacun et va se retrouver régulièrement avec des propositions sexuelles, toujours bien sûr dans le cadre d'une progression, d'hommes qui ont une bonne dizaine d'années de plus qu'elle et qui, comme toujours, sont mariés déjà. Maintenant, dans les stages de tantra, et c'est là où la notion de sexualité est ambiguë, dans les stages de tantra, donc, la femme est à la recherche du regard du père, exactement comme toutes celles dont je viens de parler et qui travaillent avec des hommes plus âgés, mais l'homme en face va entendre un autre discours. Et alors que la, entre guillemets, jeune femme va s'abandonner au regard bienveillant de papa, elle va se retrouver face à un abus. Et la caractéristique, justement, de ces jeunes femmes étant leur naïveté, leur gentillesse et le fait d'être au service, du coup, elles ne vont pas oser dire non. Donc, je les retrouve ensuite dans mes groupes de coaching ou dans mes consultes à les aider à se dépatouiller d'une situation totalement perverse et de laquelle elles se sentent coupables. Parce qu'en réalité, si elles étaient claires dans leur positionnement, l'homme n'essaierait même pas quelque chose. Mais bizarrement, leur naïveté, leur soumission vont faire que l'homme va s'engouffrer dans la brèche. Et elles vont se retrouver prises dans la gueule du grand méchant loup, qui va les amener exactement où lui le veut, la plupart du temps comme on l'a vu, dans un abus financier ou on va dire de confort, sans oublier bien sûr, en plus ou à la place, l'abus sexuel de celui qui se sert, qui n'a rien à donner mais qui va, tel un vampire, absorber le jus et la moelle de sa proie. Alors on arrive bien sûr à la question essentielle, pourquoi se sont-elles retrouvées dans la gueule du grand méchant loup? Le pourquoi est nécessaire pour donner du sens à ces situations qui arrivent quand même très régulièrement dans la vie de mes coachés. Ça marche très bien aussi avec les homosexuels hommes qui se retrouvent sous l'emprise d'hommes pervers qui jouent avec eux. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la fragilité et la vulnérabilité des proies, entre guillemets. Ces raisons-là d'ailleurs pourraient provoquer chez d'autres personnes l'effet inverse, donc j'insiste, il n'y a aucune règle. Pour autant, de mon expérience, j'ai remarqué que les pères absents, les pères défaillants, les pères qui promettent et qui ne tiennent jamais leurs promesses, vont générer chez leurs filles une posture d'attente extrêmement forte qui peut s'exprimer à travers beaucoup d'exigences, la fameuse princesse attitude, ou au contraire, beaucoup de soumission pour obtenir des miettes. Et généralement, ce qui se passe, c'est que même si elles ont la princesse attitude, elles finissent par accepter des situations qui ne leur conviennent pas. À l'inverse, parmi les pères présents, voire omniprésents, on a deux types de
comportement. Ce que j'appelle le comportement tyrannique, où là le père va penser pour sa fille, gérer pour sa fille, faire le maître d'école bis pour sa fille. C'est tout juste s'il ne va pas donner son avis sur ses prétendants et sur celui qu'elle va épouser. Et là on est plus dans une emprise qui fait que si elle sort des règles et des valeurs qu'il lui a inculquées, elle va devenir la femme à abattre et il va la harceler jusqu'à ce qu'elle cède. Et là je pense à une de mes coachées qui a fait un stage sur le féminin et dans la voiture, il y avait une autre femme qui avait à peu près l'âge de son père et qui revenait du stage avec eux. Et le père a passé les 5 à 7 heures de route à insister lourdement pour savoir quelle était la nature des exercices qu'elles avaient faits. L'intensité de ce voyage de retour du stage, parce qu'il se trouve qu'il était dans les parages et donc la ramener là où elle habite, a amené ma coachée à prendre conscience qu'il y avait quelque chose d'anormal. Très souvent, il faut une caricature pour le comprendre. Là, on est dans l'aspect tyrannique de l'emprise. Maintenant, j'ai d'autres coachées qui ont vécu des traumas que je qualifierais d'incestuels. Incestuels dans la mesure où elles n'ont jamais été attouchées, techniquement parlant, mais où le climat était tel que la sexualité était omniprésente. Et là, il peut s'agir du père et parfois du beau-père. Parfois les deux ensemble, parfois l'un ou l'autre. Aucune règle en la matière. Et le mot-clé qui correspond à ces situations, c'est le naturisme. Certaines de mes coachées se sont retrouvées nues alors qu'elles ne le désiraient pas et qu'elles étaient très pudiques, dès l'enfance jusqu'au moment où elles ont pu dire non. L'une d'entre elles, probablement la plus gentille, a accepté le naturisme jusqu'à ses 20 ans. Certaines étaient prises en photo par, bien sûr, le père, parce que c'est jamais l'idée de la mère, c'est très rare. Cela ne signifie pas que ça ne peut pas arriver. Mais disons que c'est plus rare. En tout cas, dans mon expérience, c'était plutôt les pères qui prenaient des photos et qui, d'une manière assez violente, exigeait le naturisme. Mais si on regarde bien, des pères despotiques et tyranniques à l'égard de leur fils ou de leur fille, c'est pas quelque chose de nouveau et que l'on découvre. Mais là, j'ai choisi volontairement l'angle de la sexualité parce que ces comportements tyranniques vont conditionner les filles à être soit dans une posture où elles vont choisir des eunuques #homosexuels refoulés, ou à l'inverse, elles vont se faire abuser et se retrouver actrices de scènes sexuelles qui ne leur correspondent pas du tout. Vous l'avez compris, mesdames, mesdemoiselles et vous aussi jeunes gens, si vous ne voulez pas tomber dans la gueule du grand méchant loup, je vous invite à vous poser ces 3 questions. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que cela me semble juste? Est-ce que cela correspond à mon désir profond ou est-ce que je me force? En général, vous allez très vite vous rendre compte que finalement ce n'est pas ce que vous voulez mais que vous ne savez pas dire non. Deuxième question, quand est-ce que par le passé je me suis sentie aussi mal à l'aise? Quand est-ce que j'ai vécu des situations qui me faisaient ressentir la même chose? Alors là, vous mettez les mots sur angoisse, peur, frustration, étau qui se resserre, égorgement, etc. C'est vous qui mettez les mots qui vous correspondent. Et grâce à ces mots, vous allez pouvoir faire le lien entre votre ressenti d'aujourd'hui et le ressenti du passé. La 3e clé étant, bien sûr, de pouvoir rencontrer toutes celles et tous ceux en vous qui ont vécu ces situations, de manière à enfin pouvoir les entendre et à ne plus avoir besoin de vivre des situations d'abus dans la vraie vie pour ne pas oublier celui ou celle que vous avez été. Car si vous ne faites rien, la vie va vous proposer des expériences identiques, répétitives, jusqu'à ce que vous puissiez enfin entendre celui ou celle qui a vécu des situations qui n'étaient pas normales, qui étaient traumatisantes, et que vous avez fini par considérer comme normales, puisque c'était ce qu'on vous a dit à l'époque. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenu. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.